Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 55. Pierre-Luc et la philosophie au XIIIe siècle. C'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Bonjour à toutes et à tous. Au moment où sort cet épisode, nous sommes en septembre 2021. Donc, en cette ambiance de rentrée toujours compliquée, je vous propose un épisode un peu plus scolaire et théorique, mais toujours sur un sujet très intéressant, bien sûr. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Luc Desjardins. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Alors Pierre-Luc, j'ai une grande nouveauté avec toi. C'est parce que tu es la première personne que je reçois qui est en thèse de philosophie, déjà, et tu es le premier Canadien que je reçois dans ce podcast. Un grand honneur. Un grand honneur pour moi surtout. Parce que Pierre-Luc, donc tu fais une thèse de philosophie, alors sur le sujet, attention, il y a du latin, Ginito Imaginis, physique et noétique chez Maître Eckhart. Si vous n'avez pas compris, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Tu es donc sous la direction de David Piché à l'Université de Montréal, donc depuis 2013. Donc vraiment, Pierre-Luc, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler philosophie médiévale, on va parler de plein de courants intellectuels et on va expliquer tout ça aux auditeurs et auditrices. Alors première question déjà Pierre-Luc, qu'est-ce qui t'a amené à faire des études pour étudier l'histoire médiévale ? Ma discipline, comme je l'envisage, c'est un peu moins l'histoire comme telle que l'histoire intellectuelle, ou l'histoire de la philosophie. L'histoire, on peut discuter sur les liens entre la philosophie et l'histoire, effectivement, entre l'histoire de la philosophie et l'histoire. De fait, la réflexion philosophique prend toujours place dans une société. Ceci dit, pour moi, c'est vraiment histoire de la philosophie. D'ailleurs, ma thèse prend très peu en compte l'état de la société à l'époque. Donc, pour répondre directement à la question, ce qui m'y a emmené, c'est avant tout un professeur, David Piché, qui m'a fait découvrir tout cet univers dans un premier temps. Et ensuite, un auteur, Alain de Libera, que j'ai lu, découvert, dévoré tout au long de ma licence, à l'Université de Montréal, qu'on appelle un baccalauréat là-bas. D'accord. Puisqu'on n'a pas l'examen du bac pour clôturer nos études secondaires. Et donc, un auteur, Alain de Libera, que j'ai découvert tout au long donc, de mon premier cycle universitaire. Et par ailleurs, en fait, ce qui m'a attiré vraiment dans la philosophie médiévale, c'est, disons, ce que j'ai perçu comme une étrangeté ou une étrangèreté de la pensée médiévale. J'ai eu l'impression, en fait, que les médiévaux sont à la fois très loin et très près de nous. Très loin parce que ce qui fait sens pour eux, ce qui a du sens pour eux et ce qui est évident ou vrai, intuitivement vrai pour eux, ne le sera fort probablement pas pour nous, ou du moins pour moi. Et tout de même, c'est une société qui, on voit la continuité logique des développements qui ont pu mener à la nôtre, à partir de la leur. Oui, voilà, moi je trouve ça aussi très intéressant de se dire, mais c'est les mêmes espaces géographiques par rapport à l'Europe, mais avec des repères moraux et sociaux qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc parfois, c'est pour ça qu'on dit, mais pourquoi ils vivaient comme ça ? Mais oui, mais parce qu'on n'a pas les mêmes codes qu'eux. Et donc, Pierre-Luc, tu travailles, on va en parler sur notamment Maître Eckhart. Et donc, pourquoi avoir choisi ce sujet en particulier ? Pourquoi Maître Eckhart ? Je vais répondre en faisant un long détour. Initialement, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la philosophie allemande. Ah. J'ai passé quelques temps d'ailleurs à apprendre l'allemand. Les années de licence, je les ai consacrées à l'allemand et pas au latin, ce qui a été par la suite un peu difficile. C'est pas si loin, ça va, ça se ressemble quand même. Oui. Les déclinaisons et tout ça. Ça a été une première initiation au système de déclinaison, c'est certain. Toujours est-il que donc, j'étais passionné de philosophie allemande, Kant, Heidegger, Husserl.
Donc après un certain temps à étudier la philosophie allemande en licence, je crois que la passion a lentement germé du Moyen-Âge en moi et j'ai découvert un auteur, Thierry de Freyberg, donc un contemporain de Maître Eckhart, qui appartenait au même ordre religieux que lui et qui enseignait dans les mêmes espaces géographiques. Donc Thierry de Freyberg, qu'un certain médiéviste, Kurt Flasch, avait surnommé le Kant du Moyen-Âge. Oh. Et ça m'avait tout de suite attiré, notamment à cause de ce surnom, qui a été relativisé depuis, évidemment, on ne le conçoit plus comme ça, mais toujours est-il que Thierry de Freyberg m'a un peu attiré, m'a fasciné plutôt, et j'ai voulu étudier Thierry de Freyberg à la maîtrise. Bon, on dit maîtrise pour les 2 années de master chez nous. Donc j'ai voulu étudier Thierry de Freyberg à la maîtrise, et je me suis aperçu en fait qu'il n'était à peu près pas du tout disponible en traduction, ce qui posait un réel problème. Donc seulement en latin. Seulement en latin, complètement édité. Donc il y avait des éditions critiques assez remarquables. Ça veut dire que ça avait déjà été tout retranscrit et tout ça, quoi. Voilà, parce que il y a des gens comme moi qui ne peuvent pas lire des manuscrits, qui n'ont pas fait de paléographie. Donc toujours est-il, il y avait cette édition critique, mais à l'époque je ne lisais pas du tout le latin. Les seuls traités qui étaient traduits, il y avait une traduction anglaise questionnable. Et une traduction française, je crois, qui venait de sortir, mais pas du traité que je voulais travailler. C'est à ce moment-là que David Pichet m'a conseillé de travailler sur Maître Eckhart. Puisque Maître Eckhart, et là c'est le premier scoop à son sujet, Maître Eckhart prêchait en allemand. Ah oui, dès le XIIIe siècle. Dès le XIIIe siècle, plutôt sa prédication au début du XIVe. Mais oui, de fait, il prêchait en langue vernaculaire, donc, le moyen-haut allemand. Et comme j'avais déjà fait 3 ans d'allemand, ça a été, je dirais pas facile, mais plus facile pour moi ensuite d'explorer et de me donner des bases de moyen-haut allemand pour lire les textes en langue originale pour ma maîtrise. D'accord. Bon, tu nous raconteras ta méthode, effectivement. Ça. Déjà que le latin, moi, me fait très peur. Alors, le moyen-haut allemand, comment te dire que ça m'angoisse. Mais bon. Alors déjà, Pierre-Luc, pour que tout le monde puisse bien se situer, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte historique de l'époque que tu as étudiée? Donc, ça veut dire la fin du XIIIe siècle. Où est-ce qu'on est du point de vue géographique et qui dirige à cette époque-là? Du point de vue géographique, pour Maître Eckhart, on se situe en Allemagne, à écrire entre guillemets évidemment, puisque... C'est le Saint-Empire romain germanique à l'époque? C'est le Saint-Empire romain germanique, c'est la Rhénanie, c'est la Saxe, c'est la Thuringe. Donc on parle, de la vallée du Rhin essentiellement, on parle de Cologne, on parle de Strasbourg, Erfurt, et on parle de Paris également, puisque Maître Eckhart a enseigné à l'Université de Paris 2 fois. Donc, qui dirige à l'époque en France, dans le Royaume de France, c'est Philippe le Bel. Et la vie de Maître Eckhart recoupe à peu près la vie de Philippe le Bel, qui naît en 1268 et meurt en 1314, si je me souviens bien. À peu près, je crois. Et oui. Maître Eckhart naît en 1260 et meurt en 1328. Le contexte politique de la France, c'est celui du règne de Philippe le Bel, mais le contexte politique qui affecte le plus Maître Eckhart, c'est celui du Saint-Empire romain germanique, et plus spécifiquement, celui de l'ordre dominicain, qui est également une institution politique, d'une certaine manière, et de la papauté avignonnaise. C'est surtout ça qui va influencer sa vie, qui va avoir un impact majeur sur sa vie du point de vue sociétal politique. Effectivement, donc on est au XIIIe siècle. Moi, c'est un siècle que j'aime beaucoup parce que je l'avais étudié un petit peu en master, mais c'est un siècle qui est assez important et un peu sous-estimé. Moi, je trouve qu'on ne dit pas assez que le XIIIe siècle était très important, parce que le XIIIe siècle, c'est très important pour tout ce qui est l'écrit. On va en parler. Et du point de vue intellectuel et philosophique, quels sont les grands sujets qui occupent les esprits à l'époque, donc à la fin du XIIIe siècle? Quels sont les courants un petit peu intellectuels? Les grands courants de pensée... Il y en a plusieurs. Disons que les 2 courants dominants sont le néoplatonisme et l'aristotélisme. Et évidemment, on va ajouter à ça les pères de l'Église, les pères latins, avec saint Augustin en tête, évidemment. Ce sont probablement les plus marquants en termes de courants, s'il faut classifier. Alors, le néoplatonisme, c'est au fond la dernière grande synthèse théorique de l'Antiquité, avec un penseur qui s'appelle Plotin notamment, qui lui ne se disait pas néoplatonicien mais platonicien, mais tout de même qui va créer un système de pensée à partir de la pensée de Platon, mais qui va intégrer également des éléments des stoïciens, des épicuriens, d'Aristote, et qui va essayer de créer un grand système
qui va donner un dernier vent de fraîcheur à la philosophie grecque à l'époque où le christianisme prend de plus en plus d'importance, et qui va par ailleurs être repris par les penseurs chrétiens. Donc par exemple, quelles sont une des grandes idées de ce mouvement ? Une des grandes idées de ce mouvement, essentiellement, c'est celle de l'unité. L'univers est conçu comme quelque chose qui tend vers l'unité la plus pure. L'univers a pour origine cette unité et qu'il tend à y retourner. Et du coup, l'aristotélisme, qu'est-ce qu'on voit comme différence ? L'aristotélisme va accorder, c'est généralement ce qu'on va dire, l'aristotélisme accorde un peu plus d'importance à la physique, à la nature, au monde sublunaire, comme dirait Aristote, donc le monde qui obéit aux règles de la physique que l'on connaît et qui sont valables seulement dans les sphères sous la Lune. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant avec ce sujet, c'est que, et les auditeurs seront peut-être surpris de dire, mais attends, au Moyen-Âge, on parle d'Aristote, de Platon, c'est pourtant des auteurs antiques, mais en fait, c'est vraiment l'époque où on redécouvre les textes latins et grecs grâce aux traductions, notamment des Arabes d'Andalousie. Moi, ça me fascine, en fait, ce phénomène un peu intellectuel. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces textes antiques ont réussi à revenir jusqu'en Europe ? Le retour des textes en Europe se fait principalement, on peut le décrire avec un phénomène qu'on appelle la translatio studiorum. Ok, à tes souhaits. Parce que là où il n'y a pas de latin, il n'y a pas de plaisir. Donc la translatio studiorum, translatio en latin signifie autant transfert, au sens d'un déplacement géographique, que traduction. Donc effectivement, translatio studiorum, c'est un mouvement de déplacement géographique et de traduction qui va s'échelonner sur au moins 600 ans, à partir de la fermeture de l'Académie de Platon, fermeture définitive par Justinien, donc en 529. Avant ou après Jésus-Christ ? Après. D'accord, oui, c'est important. Oui. Justinien, l'empereur byzantin, en fait, décide qu'il faut, pour avoir un empire fort et un empire uni, il faut une unité doctrinale également. Et il faut une unité théologique et doctrinale. Et donc, il ne peut plus tolérer une institution comme l'Académie d'Athènes qui garde des attaches avec justement le néoplatonisme païen. Ah oui, donc là, oui, c'est la religion qui cause un peu toute cette Même question. si à toute fin pratique, les différences réelles entre le néoplatonisme et le christianisme sont limitées. Donc, Justinien ferme l'Académie et il va se passer un phénomène en fait qui est un peu analogue à ce qui va se passer éventuellement au XVe siècle et ce qui va déclencher la Renaissance occidentale. C'est-à-dire que au XVe siècle, les savants byzantins fuient. Les Vénitiens ramènent des manuscrits grecs, ramènent des savants grecs également en Italie. Et c'est un peu la prise de contact renouvelée avec cet Orient grec qui va déclencher, entre guillemets, la Renaissance. On a donc, au XVIe siècle, un mouvement analogue, c'est-à-dire que les savants vont fuir l'Empire byzantin parce que néoplatonisme, parce que paganisme, et ils vont aller s'installer au Proche-Orient, dans l'Empire perse, où ils vont être accueillis. Voilà. Et donc ça, c'est le premier mouvement. On se déplace de Constantinople et d'Athènes, plus précisément. On se déplace de là jusqu'au Proche-Orient perse. Éventuellement, le Proche-Orient perse ne sera plus le Proche-Orient perse, mais le Proche-Orient arabe. Et ça va culminer dans la fondation de Bagdad et dans la fondation des maisons de la sagesse par les Abbassides, donc au IXe siècle. Et là, on a un premier grand mouvement de traduction. Les califes abbassides vont ils vont être très avides, très désireux de s'approprier la culture grecque, de s'approprier ce savoir dont les Byzantins ne veulent plus. Et donc un grand mouvement de traduction du grec à l'arabe qui aura lieu à Bagdad au IXe siècle. De là, ce savoir-là va se diffuser dans un premier temps jusque dans l'islam oriental. On parle du Turkménistan actuel, de l'Ouzbékistan actuel, de la Perse. Ça va se diffuser jusque-là. Et là, vous aurez un savant comme, par exemple, Avicenne,
Ibn Sina, qui écrit au Xe siècle et qui vit justement en Transoxiane, donc en Ouzbékistan actuel. Donc ça se diffuse jusque-là, et ça va ensuite se diffuser jusque dans l'islam occidental, donc à Cordoue, jusqu'à Cordoue. En Espagne, oui. Où on a Averroès, donc Ibn Rushd, par exemple, au XIIe siècle, qui va également commenter Aristote. Donc tout ce savoir arabophone est extrêmement riche, extrêmement prolifique, et avec la reconquête espagnole qui progresse au XIe siècle, XIIe siècle, on va d'abord reconquérir Tolède au début du XIe siècle, et il y aura des équipes officielles ou non officielles de traducteurs interconfessionnels et plurilingues qui vont s'employer à traduire tout ce corpus en fait arabophone en latin. Ouais, c'est passionnant comme aventure. Donc ce mouvement s'échelonne pratiquement de 529 au XIIe siècle. Donc quand on dit que la Renaissance a tout redécouvert l'Antique, il faut un petit peu relativiser que quelques siècles avant, ça avait déjà été le cas en fait. Oui. Et puis il y a plusieurs bonnes raisons de voir le Moyen-Âge, non pas comme évidemment cette vision extrêmement réductrice que l'on peut avoir comme 1000 ans d'obscurité où il ne s'est rien passé, mais plutôt comme une série de renaissances, en fait. Et je crois que c'est Le Goff, notamment, qui l'avance. Oui, on parle aussi notamment de la Renaissance carolingienne quelques siècles avant, Voilà. donc il y en a eu plusieurs, effectivement. Voilà. Et au XIIe siècle, au XIIIe siècle, donc c'est vraiment une... Et puis déjà, l'idée même d'un Moyen-Âge, elle est occidentalocentriste, dans la mesure où il n'y a aucun sens à parler de Moyen-Âge dans l'islam, il n'y a aucun sens à parler de Moyen-Âge... Bon, il y a eu un court Moyen-Âge pour l'Empire byzantin, peut-être, des époques de déclin, mais voilà, appliquer cette catégorie historiographique à la totalité du monde n'a aucun sens. J'imagine qu'on ne peut pas parler de Moyen-Âge pour le Canada non plus. Parce non, que... voilà. Même si je rêve de parler de cette époque pour le Canada. Bon, on en reparlera si tu veux, mais moi, je rêve d'en parler. Mais il y a un grand médiéviste que j'aime bien, Jérôme Bachet, qui a beaucoup travaillé sur la manière dont l'organisation économique et sociale médiévale avait pu être importée dans les premiers temps de la colonisation. Donc Bachet s'est intéressé principalement au Mexique, puisque c'est là qu'il vit. Mais vous savez, on avait le système seigneurial au Québec également. Mais là, si on revient donc au XIIIe siècle, à part Maître Eckhart, qu'est-ce qu'on a comme autre penseur important à l'époque ? Le penseur assez déterminant, je crois, pour le XIIIe siècle, c'est Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin. Et son maître, Albert le Grand, saint Albert le Grand, lui aussi, saint patron des chercheurs et des scientifiques. Donc ces deux-là sont extrêmement déterminants, ils sont extrêmement importants. Albert d'abord et puis saint Thomas d'Aquin vont initier une grande synthèse, un peu forcée d'ailleurs par moments, mais une grande synthèse néanmoins et assez admirable entre la pensée grecque et la pensée chrétienne. Et ce n'est pas toujours un mariage facile à réaliser. Donc voilà, deux penseurs majeurs. Bon, chez Albert, on a l'habitude de dire que c'est un peu fouillis, un peu plus approximatif, et chez Thomas, quelque chose d'assez structuré. Donc, saint Albert est un peu le chaos originel d'où a pu sortir la pensée de saint Thomas. Donc, c'est deux penseurs absolument majeurs. Et d'ailleurs, pour t'en donner peut-être une idée, Thomas va être canonisé par le même pape qui a condamné Maître Eckhart. Donc, Thomas meurt en 1274 et il est canonisé tout juste un peu plus de 50 ans après. Et comment s'inscrit Maître Eckhart dans ce sujet ? On a commencé à en parler tout à l'heure. Raconte-nous un peu qui était Maître Eckhart et sur quoi porte sa pensée. Qui était Maître Eckhart ? C'est un dominicain, déjà. C'est un dominicain assez important. Il a occupé des fonctions assez élevées dans l'ordre. Il a été prieur d'un couvent à Erfurt. Il a été provincial, donc en charge de toute une province de l'ordre, en charge de couvent, et il a enseigné 2 fois à l'Université de Paris. Et ça, c'est peu négligeable. Déjà, parce qu'il est parmi les premiers Allemands à enseigner à Paris. Albert le Grand a enseigné à Paris. Albert le Grand qui est allemand également. Thierry de Freiberg et Maître Eckhart. Donc, ce sont les penseurs principaux de cette région du monde.
Et il enseignait à Paris 2 fois, ce qui est un honneur tout de même peu négligeable. Quand on dit 2 fois, c'est donc sur 2 périodes différentes? Sur 2 périodes différentes, donc 1302 à 1303 et 1311 à 1312. Donc 2 années où il a pu enseigner sa doctrine à Paris. Voilà un peu pour le profil du personnage, donc encore une fois un théologien assez important, théologien qui va être condamné. Bon, on abordera sûrement la question un peu plus tard. Que de teasing. Et donc, sur quoi porte sa pensée? C'est une question... Oui, j'imagine que je te demande de résumer ta thèse en 2 phrases, mais vas-y, essaie. Alors, sa pensée porte... En fait, il y a un élément vraiment important dans sa pensée et qu'il essaie de développer dans tous ses écrits. C'est ce qu'il appelle la naissance du Christ dans l'âme. Alors, c'est très spirituel, formulé comme ça. Ce que j'essaie de démontrer dans ma thèse, c'est qu'en fait, même si ça s'inscrit dans la spiritualité chrétienne, ça peut être interprété à travers les outils de la physique d'Aristote. Ça peut s'interpréter à partir de tout ce qu'on a évoqué avant, en fait, et toute l'influence antique. Voilà, antique, arabe également, qui est présente, quoique ce ne soit pas ce que j'étudie principalement. Mais oui, voilà. Donc, la naissance du Christ dans l'âme, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Maître Eckhart, en fait, reprend un thème qui était cher aux pères grecs de l'Église, c'est-à-dire le thème qu'on appelle la divinisation de l'homme. L'homme pourrait, en adoptant une certaine pratique morale, en adoptant certaines qualités morales précises, pourrait devenir Dieu lui-même. Wow. Identique à Dieu lui-même, plutôt. Ah ouais, c'est gros level quand même. Oui, on se demande pourquoi il a été condamné. Oui, j'imagine que dans l'Église, on ne devait pas être tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. C'est assez complexe parce qu'il enseignait ça toute sa vie. Il enseignait ça toute sa vie et c'est seulement à la fin qu'il a commencé à être inquiété. C'est seulement vers 1324 ou 25 qu'on commence à recenser des thèses qu'il a enseignées. On dit que ça crée l'émoi dans le peuple. En fait, c'est probablement moins les thèses elles-mêmes que le fait qu'il les ait prêchées en langue vernaculaire. Oui, bon là, on peut se dire, mais de prêcher ces textes, de toute façon, il y a peu de gens qui lisent à l'époque, donc ça ne devait pas toucher beaucoup de monde. Mais lui, sa différence, c'est qu'il l'a prêché, en fait, en langue vernaculaire. Donc là, on est dans un discours beaucoup plus accessible au grand public, si je puis dire. Oui, accessible. Bon, évidemment, le grand public est toujours à relativiser à l'époque, bien sûr. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé au sujet de la condamnation de Maître Eckhart, des vraies raisons, certains postulent des raisons un peu plus politiques. Moi, je me satisfais de l'étude du contenu doctrinal de la condamnation, puisqu'il y a vraiment des choses qui me semblent poser problème, étant extérieur à tout ça. Ceci dit, il y a des gens pour qui c'est vraiment important. Tu sais, il y a une Eckhart Society qui existe. Encore aujourd'hui, là, au XXIe siècle? Ah il y a une Eckhart Society qui avait fait pression pour que la condamnation soit levée. Okay. Et le Vatican leur a répondu, j'oublie la réponse exacte, mais quelque chose comme... le fait que ça ne servait pas à grand-chose de lever l'acte de condamnation parce que ce n'est pas l'œuvre au complet qui a été condamnée, mais certaines propositions précises, et ce n'est pas le penseur lui-même qui a été rejeté. Oui, on peut se dire pourquoi il n'a été condamné finalement qu'à la fin, et aussi pourquoi l'Église a toléré ces textes et cette façon de penser pendant plusieurs décennies quand même. Mais une des thèses... qu'on pouvait explorer, c'était l'idée que dans la traduction, encore une fois, puisque traduire c'est toujours trahir, dans la traduction du latin qui est sa langue philosophique à l'allemand qui n'est pas du tout une langue philosophique, d'ailleurs pas avant Kant, et même chez Kant c'est assez pénible puisque Kant invente des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais c'est pas une spécialité de l'allemand, ça, d'inventer des mots? Oui, mais disons que, voilà, à l'époque où Kant écrit, on n'a pas encore une langue figée, pas figée, mais disons structurée pour la pensée philosophique. Et donc, c'est a fortiori vrai de Maître Eckhart. On n'a pas une langue philosophique. Certains vont dire donc que dans la traduction, il y a quelque chose qui se perd, il y a quelque chose des thèses qui peuvent sembler tout à fait normales en latin, prennent un ton radical en allemand. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, puisque, encore une fois, pour revenir à la question de l'éternité du monde, il triche un peu dans sa défense du fait que le monde n'est pas éternel. L'éternité du monde, c'est une thèse qui a été condamnée en 1277. Donc, la condamnation de Maître Eckhart, c'est ce que défend Alain de Libera dans un livre que tous devraient lire, Pensée au Moyen-Âge. Je mettrai la référence dans la description de l'épisode, si ça vous intéresse. Alain de Libera nous dit qu'il faut tout de même voir la condamnation de Maître Eckhart dans la continuité de la condamnation de 1277.
Oui, en fait, c'était pas nouveau, comme au début du XIVe siècle, l'Église s'est pas réveillée en disant « Oh là là, mais dis donc, celui-là dit n'importe quoi ». Non, ils l'avaient déjà dans leur radar depuis un moment. Oui. Mais en 1277, voilà, on condamne les philosophes de la faculté des arts de Paris. On condamne un ensemble de thèses liées à certaines conceptions de l'autonomie que pourrait ou devrait avoir la philosophie par rapport à la théologie. C'est surtout ça qui est... et une éthique qui en découle. Tu nous as parlé que Maître Eckhart enseignait la philosophie à Paris, donc à la fin du XIIIe siècle. Mais raconte-nous, qu'est-ce que ça veut dire enseigner la philosophie à la fin du XIIIe siècle ? Est-ce qu'il y a des écoles ? Enfin, comment ça se passe ? L'enseignement de la philosophie au XIIIe siècle, il est essentiellement universitaire. Donc l'université, il faut la concevoir comme une corporation, avant tout. Université, ce qu'on appelle université à l'époque, c'est une abréviation en fait d'une formule qui est la suivante, c'est Universitas Magistrorum et Scholarium. Donc la totalité du corps constitué par les maîtres et les élèves. Essentiellement, l'université à l'époque, ce qui la caractérise, c'est le fait qu'elle est divisée en 4 facultés. Il y a une faculté propédeutique, donc par laquelle tout le monde passe, par laquelle tout le monde doit passer, tout le monde doit y faire un saut de 6 à 8 ans. Ah ouais, donc... Un court saut de 6 à 8 ans pour ensuite être autorisé à étudier ou bien la médecine, ou bien le droit, ou bien la théologie. Donc il faut d'abord un corps général de 6 à 8 ans pour après pouvoir prendre l'aspect en fait. Voilà, et cette faculté par laquelle tout le monde doit passer, c'est la faculté des arts, c'est-à-dire la faculté des arts libéraux, où on enseigne la philosophie. Donc la philosophie, qu'est-ce que ça signifie concrètement à cette époque-là, ou plutôt l'idéal du philosophe à cette époque-là? Le philosophe, c'est le maître essar, c'est celui qui enseigne donc essentiellement la grammaire, la logique et la rhétorique. Ce sont les arts du langage. Et dans une moindre mesure, l'éthique et éventuellement la physique. Et quand on dit aussi université, on sait à peu près combien il y avait de personnes. J'imagine qu'on est loin des gros effectifs d'aujourd'hui. En fait, il faut voir que l'université, c'est un organe de formation intellectuelle pour une élite qui devait servir à l'administration de l'Église. Il faut voir d'un côté que l'Église, c'est une institution politique et c'est une institution administrative qui a ses exigences en termes de savoir intellectuel. Il faut que son élite soit formée, autrement dit. Et on renoue ici avec l'idée de savoir-pouvoir chez Foucault. On renoue avec l'idée que le savoir se développe dans le giron d'institutions de pouvoir qui peuvent permettre son développement. Donc on n'a que des religieux en fait à l'université ? On a essentiellement des clercs. Oui. Pas tous dans des ordres. Et un clerc, c'est un religieux qui n'obéit pas à une règle monastique précise. Un religieux séculier, on va dire, donc un religieux qui fait partie justement de cette administration temporelle de l'Église. Oui, donc, voilà, c'est un petit peu le stade 1, en fait, d'un religieux, être un clerc. Et comment se passe la condamnation de Maître Eckhart ? C'est un acte qui est émis de manière posthume, déjà. Il va mourir avant de voir la fin de son procès. Il va se défendre. Il y a une série de plusieurs accusations qui vont être formulées. Alors, on recense des thèses qu'il a enseignées, des thèses qu'il a écrites, et on dit, bon, ça rend un son hérétique, ou ça, c'est clairement hérétique. Ultimement, l'acte final va condamner comme hérétique 17 thèses, et comme potentiellement hérétique 11 autres thèses. Alors selon moi, ce qui est vraiment potentiellement douteux, et ce qu'il l'était également pour les censeurs de Cologne, puisque c'est à Cologne que son procès a lieu, ce qui sera vraiment problématique, c'est sa réponse au problème de l'éternité du monde, effectivement, qui essaie de sauver en quelque sorte la chèvre et le chou. Mais en fait, qui essaie de préserver la défense grecque de l'éternité du monde et le christianisme, l'orthodoxie chrétienne qui défend la création. Donc, il va nous dire que le monde a été créé dans l'éternité. Oui, c'est subtil. C'est subtil et ça ne va pas échapper aux censeurs. Également, cette idée de divinisation de l'homme qui a quelque chose d'assez choquant. Peut-être pour la chrétienté latine, parce que, encore une fois, c'est une idée qui est chez les pères grecs. Mais c'est une idée à laquelle les latins ne sont certainement pas habitués. Et c'est une idée qui évoque l'hellénisme, qui évoque le néoplatonisme également, donc une pensée païenne. Mais on peut demander quoi ? Ce qu'on veut. Non mais oui, mais quoi par exemple ? Mais c'est intime ça ! En plus ça vous concerne. Mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Mais rien, vous avez rien fait. Bah, qu'est-ce que vous allez vous plaindre à l'autre là ? Mais je ne me plains pas, figurez-vous.
Ça vous surprendra peut-être, mais je lui dis que je suis plutôt heureuse avec vous. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il m'écoute. Parce que je mets de la ferveur, je joins les mains, je me concentre sur ma foi. Votre foi? Ah non, mais s'il vous plaît, ça fait même pas 6 mois que vous savez qu'il existe, le Dieu unique. Oui, mais moi, ça me plaît. Je dirais même que ça me correspond. Alors je prie et je sais qu'il m'écoute, qu'il fera en sorte que mon bonheur soit durable. Et Pierre-Luc, on a dit au début de cette interview, tu es donc canadien et actuellement tu es en France. Oui, j'ai pas encore les moyens d'aller au Canada faire mes enregistrements, hein, j'espère, un jour peut-être. Mais raconte-nous, comment est-ce que tu travailles sur ta thèse et quelles sont tes méthodes ? J'ai forgé une grille de lecture, ou plutôt je l'ai empruntée et peaufinée à une chercheuse qui s'appelle Julie Castaigne, qui est maître de conférence. Et donc j'ai repris cette méthode de lecture pour naviguer au sein du corpus de Maître Eckhart. Alors ce qui est intéressant chez Maître Eckhart, c'est que son œuvre latine, celle que j'étudie maintenant, elle est essentiellement, ce qui nous est parvenu est essentiellement composé de commentaires bibliques. Alors les commentaires bibliques fonctionnent par auctoritas, donc des extraits de la Bible qui sont commentés. Ce qui est étrange chez Maître Eckhart, c'est que c'est un penseur qui affirme que dans chacune des parties de son œuvre, quelques parties que l'on consulte, on trouvera la totalité de sa pensée. Et donc, c'est assez circulaire comme pensée. C'est assez circulaire, c'est assez répétitif également, à plusieurs égards. Il y a Claude Panaccio, le spécialiste de philosophie médiévale de l'Université du Québec à Montréal, qui est aujourd'hui parti à la retraite, qui m'a un jour dit que quand il lisait Maître Eckhart, il peinait à identifier des arguments. Ah bon ? Donc, c'est vrai qu'au sens classique du terme, si on compare à d'autres médiévaux plus orientés sur la logique, la pensée de Maître Eckhart peut avoir cet aspect désarçonnant, plus ressenti, plus subjectif, plus spirituel. Et donc, ce que me permet ma méthode de lecture, c'est de créer des réseaux entre les différentes autorités. Créer des réseaux, donc, en associant, en recoupant ces autorités, leur récurrence et les sources qui sont citées lorsqu'ils commentent ces autorités. Et donc, j'arrive à créer des réseaux et j'arrive à montrer que dans le choix des autorités, dans le choix des citations, il y a une pensée qui s'exprime et qui ne passe pas forcément par une argumentation de type classique. Et quel problème est-ce que tu rencontres dans ta thèse en ce moment ? En ce moment, j'en rencontre de moins en moins et j'en suis très heureux. Mais un problème que j'ai rencontré longtemps, ça a été de me perdre, en fait. Je me suis perdu dans mon corpus textuel, je me suis perdu, disons, dans mon approche des textes. Je ne savais pas justement comment aborder cette pensée extrêmement circulaire. Je ne savais pas comment la restituer d'une manière qui ne soit pas extrêmement répétitive. Le problème aussi, c'est que mon sujet initial, tel que je l'envisageais, était très très vaste. Et de fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour cerner un sujet qui soit traitable à l'occasion d'une thèse de doctorat. Parce qu'on l'a dit au début, tu es en thèse depuis 2013. À l'heure où on enregistre ce podcast, on est en 2021, donc c'est une très longue thèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit aussi longue ? Bon, déjà, il faut, entre guillemets, retrancher 2 années de scolarité doctorale, ce qui est la norme à l'Université de Montréal. Donc, ça veut dire quoi, scolarité doctorale ? Des séminaires obligatoires à l'issue desquels il faut produire le premier vrai document en lien à la thèse, qu'on appelle l'examen de synthèse. Donc c'est en gros un chapitre de thèse qui est remis à un jury, qui est soutenu devant jury et qui est l'occasion de passer en rédaction doctorale. Et donc j'ai commencé ma rédaction en 2015. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé ? Plusieurs choses. Déjà venu en France, recherche en France, et j'ai rencontré ma compagne. Oui, c'est une bonne raison. Qui a été l'occasion d'un déracinement complet. Initialement, les études en France devaient être temporaires, et puis finalement, aujourd'hui, je vis ici. Et également l'enseignement. J'ai donné une charge de cours à Montréal en 2016, donc j'ai fait l'aller-retour un certain temps. Oui, donc pas pratique. Hein. Et donc, j'ai enseigné à l'Université de Montréal en 2016 un cours, et ensuite, je suis arrivé ici, et depuis 2018, j'enseigne en lycée. Donc, ça ralentit évidemment le processus. Et tu me l'as dit aussi avant qu'on commence cet épisode, c'est que au Canada,
En tout cas, pour les études de philosophie, une thèse de 10 ans, c'est la norme, en fait. Non, c'est pas... je vais un peu loin, alors. Je veux pas dire que c'est la norme. Une thèse à temps plein, c'est 5 ans, en incluant la scolarité. La scolarité. On a 10 ans à partir de la première inscription pour compléter une thèse à temps partiel. Donc oui, mais c'est dans le texte que vous avez le droit de prendre 10 ans pour votre thèse. Oui, après, je crois que 10 ans, c'est pour la diplomation. Donc, il faut... Pour la quoi ? Pour la soutenance et l'obtention du diplôme et tout. Donc, je crois que c'est pas 10 ans pour le dépôt initial. Oui, d'accord. Pour finir cet épisode, Pierre-Luc, j'ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast, la question des conseils. Alors, quel conseil tu aimerais donner à quelqu'un qui voudrait étudier la philosophie médiévale ? Alors, je ne serais pas très original. Évidemment, apprendre le latin. Quand même. Évidemment, apprendre le latin ou, le cas échéant, les langues vernaculaires pertinentes. Le latin, surtout, est important parce que, moi, je me suis aperçu que, déjà, ça a été le temps d'une mise à niveau. J'ai commencé vraiment à me mettre au latin à la toute fin de ma licence, début de ma maîtrise. Et vraiment, je suis devenu, entre guillemets, compétent en latin quelques années plus tard. Donc, j'avais déjà commencé ma thèse. Donc, s'y mettre le plus tôt possible. Et dans le cas de la philosophie, ce qui n'est pas inutile aussi, ça va peut-être sembler évident ce que je vais dire pour des Français, mais ne pas négliger la pertinence du grec. Bon, non, c'est pertinent aussi, effectivement. Chez nous, c'est plutôt de l'ordre de la coutume de faire latin et grec en même temps, mais comme de toute manière, on n'a pas l'opportunité de faire des langues anciennes avant l'université, on peut faire du latin sans faire du grec, puisque voilà, on ne peut pas tout apprendre non plus d'un seul coup. Donc ne pas négliger la pertinence du grec, ne pas négliger la pertinence de cette capacité à lire les anciens dans le texte également, pas seulement les médiévaux et ceux qu'on étudie directement. Et cette maîtrise du latin, elle permet ensuite de se confronter aux manuscrits et de ne pas être astreint aux éditions critiques comme je le suis. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la philosophie, sur le contexte intellectuel, sur l'université à la fin du XIIIe siècle. Donc merci beaucoup Pierre-Luc Desjardins pour tout ce que tu nous as raconté, c'était passionnant et bon courage pour la fin de ta thèse. Merci. Les auditeurs et auditrices, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des conseils de lecture sur le sujet, allez sur le site passionmédiéviste.fr où donc vous trouverez un article lié à cet épisode qui vous permettra donc d'avoir tous ces détails. On vous mettra plein de références, n'hésitez pas à aller voir. Et profitez d'être sur le site pour aller voir les autres épisodes de Passion médiéviste. Voilà, là on était à l'épisode 55, il y en a plein d'autres. Allez écouter même les autres formats, donc le format Super Joute Royale, le format Rencontre. Je fais plein d'épisodes en lien avec le Moyen-Âge, allez écouter tout ça. Et si vous voulez même en savoir plus sur l'histoire, je fais 2 autres podcasts consacrés à l'histoire sur le même format que vous avez écouté aujourd'hui. Donc il y a Passion moderniste sur l'histoire moderne. Donc l'histoire moderne, c'est de 1500 à 1800. Désolé, mon ventre fait un peu de bruit, je crois que j'ai faim. Et j'ai aussi Passion antiquité depuis quelques mois, qui est consacrée à l'exploration des différentes antiquités. Allez voir tout ça. Et vous l'avez peut-être vu, il y a des problèmes en ce moment avec Tipeee. Bon, je vais prendre mon temps pour bien décider quoi faire, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant si vous voulez continuer à soutenir les podcasts. Oui, parce que voilà, pourquoi je dis ça, c'est que si vous avez envie de soutenir Passion médiéviste, vous pouvez alors déjà en parler autour de vous. C'est déjà la première chose à faire, en parler à vos amis, à vos collègues, sur internet, en disant tiens, j'ai écouté un podcast, je vous le conseille. Ça, ce serait déjà super. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, eh bien il y a des choses qui sont possibles. Vous pouvez voir dans la description de l'épisode, je vous mettrai des petits liens si vous voulez aller plus loin. Donc ce mois-ci, je tiens à remercier tout d'abord particulièrement Romain, mais aussi Annabelle, Loïc, Tanguy, Marie, Stanislas et Benoît. Merci beaucoup à eux. Et le mois prochain, donc en octobre 2021, je vous proposerai un épisode sur la sexualité féminine dans les fabliaux. Mais d'ici là, dans quelques jours, toujours en septembre 2021, à l'heure où sort ce podcast, il va y avoir le prochain épisode de Super Joute Royale. Voilà. Et si vous ne savez pas ce qu'est Super Joute Royale, allez sur passionmédiéviste.fr. Voilà. Salut! Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal? Tu serais pas de sang royal? Chef, non, chef! Numéro 1, j'appelle Clovis. Clovis, j'écoute.
Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. C'est moi le roi. Bon, et là, on n'a rien à dire de positif encore sur Philippe le Bel ? Alors c'est loin d'être positif, mais désolé. Le règne de Philippe le Bel se termine quand même sur l'affaire de la tour de Nesle. Oh. Attention. Alors en fait, le roi a 3 fils, qui sont tous les 3 mariés, et donc il a 3 brus, 3 belles-filles. Et les belles-filles sont accusées d'adultère. Oh là là. Par Isabelle, la reine d'Angleterre, qui est également la fille et la seule fille de Philippe le Bel. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que Isabelle, la reine d'Angleterre, aurait offert des aumônières, parce qu'elle soupçonnait ses belles-sœurs de coucher à côté. Elle aurait offert des aumônières. C'est quoi des aumônières ? Des aumônières, c'est des petits sacs à main qu'on peut porter à la ceinture. C'est plus simple. C'est pratique. Voilà, très pratique. Donc, surtout quand on n'a pas de poche, c'est d'autant plus pratique. Ah, mais les robes sans poche, ça sent. Ah, mais c'est terrible, les robes sans poche. Ouais. Donc, en fait, Isabelle aurait offert, un peu soupçonneuse, aurait offert des aumônières à ses belles-sœurs, et en fait, les aumônières se seraient retrouvées à la ceinture des frères Daunet. Donc, ce sont des chevaliers qui sont à la cour, et en fait, on conclut à un adultère de 2 princesses sur 3.